Bonjour, alors voici la vidéo qui va permettre de remplir le polycopié du chapitre 12 sur la transformation chimique. Alors, on va voir une première partie sur la transformation chimique en elle-même avec un certain nombre de définitions. Donc, d'abord, on va voir la notion de système chimique. Donc, un système chimique va être défini, alors évidemment par l'ensemble des espèces chimiques qui sont présentes, en général au début de la réaction, qu'on va appeler réactif, on va voir. Ensuite, on va pouvoir préciser dans quel état sont présents chaque espèce chimique en rajoutant une petite lettre entre parenthèses qu'on met en indice, comme on a déjà vu sur le chapitre sur la transformation physique. Donc on a solide, liquide, gaz et on a aussi en solution aqueuse. Par exemple, si on dissout du sucre dans de l'eau, ce sucre ne va ni être solide, liquide, gazeux, il va être dissous. Donc on va rajouter petit aqu à côté de la formule de la molécule. Alors, on peut également préciser les conditions de température et de pression. Alors ça, c'est un peu nouveau, mais ces conditions vont énormément influencer la réaction chimique. En général, les réactions chimiques sont accélérées quand on chauffe. Elles vont plus vite, on va accélérer leur vitesse de réaction, et la pression va également avoir une influence. Et on va aussi, bien sûr, préciser ce qu'on appelle les quantités de matière, qui sont mesurées en mol, comme on a déjà vu dans un chapitre précédent, et qu'on apprendra à calculer en première à partir de la masse ou du volume de ce qu'on va mesurer au départ avant de faire la réaction chimique. Alors, ce système chimique, donc constitué de toutes les espèces présentes, les réactifs, à une certaine température, pression, un certain état et une certaine quantité de matière. Ce système chimique, qui est au départ dans un état initial, donc c'est l'instant où on met en contact les réactifs, on mélange toutes les espèces chimiques pour qu'elles réagissent, et ça va évoluer. Il va y avoir une transformation chimique, et l'état initial va évoluer vers un état final, dans lequel le système chimique n'évolue plus. Et le passage de l'état initial à l'état final, c'est justement ce qui s'appelle une transformation chimique. Donc la définition d'une transformation chimique, c'est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final. Alors après, on peut résumer toutes ces conditions, toutes les quantités de matière, les états, les conditions de température et de pression sur une sorte de schéma qui rassemble rapidement toutes les informations. Donc au départ, on a l'état initial, on va préciser quelles sont les espèces chimiques présentes au début. Elles vont évoluer vers un état final dans lequel on aura toutes les espèces qui seront apparues, qui vont être les produits, et les espèces initiales qui n'auront pas entièrement réagi. Donc s'il reste des réactifs qui n'ont pas disparu totalement, et ça sera une notion que l'on va voir avec la notion de réactif limitant dans la suite du chapitre. Alors ensuite, vous avez justement des espèces chimiques qui sont présentes en cours de réaction mais qui ne vont subir aucun changement. Ça veut dire qu'elles sont présentes au début et elles sont présentes à la fin, mais sans que leur quantité de matière ne change. C'est-à-dire, la quantité de matière, c'est en mol, alors ça a évidemment un lien avec la masse de l'espèce chimique, mais disons que si j'ai 2 mols d'une espèce chimique, si à la fin j'ai toujours 2 mols d'une espèce chimique, c'est qu'il n'y a rien qui a changé pour elle. Ça n'a pas du tout évolué, et on a souvent des espèces qui sont présentes comme ça dans le bécher et qui ne réagissent pas du tout. Donc ces espèces, on les appelle les espèces spectatrices. Entre guillemets, elles assistent au spectacle de la réaction. Donc ce genre d'espèces, très souvent, on ne les écrit pas dans l'équation finale parce qu'on ne va pas s'encombrer de tout ce qui ne change pas, de tout ce qui ne réagit pas. On ne va écrire que ce qui change réellement. Alors, un exemple de schéma qui résume toutes ces informations. Donc on va avoir une réaction qui est typique du collège, que vous avez peut-être étudié au collège dans vos souvenirs. On étudie la combustion complète du méthane. Alors le méthane, c'est ce qu'on appelle le gaz de ville. C'est le gaz qui arrive à la gazinière quand vous êtes branché, raccordé au gaz qui passe dans la rue. Donc ce méthane va brûler, c'est une combustion. Alors il va brûler grâce au dioxygène qui est présent dans l'air. Donc, dans cette réaction, on a 2 espèces qui vont disparaître, qui vont être consommées. Donc on a le méthane,
Hein, c'est ce qui est facturé, puisqu'on le consomme, donc on va nous facturer toute la quantité qui disparaît. Et on a le dioxygène de la pièce qui est consommé aussi. Alors rassurez-vous, il en reste assez pour qu'on puisse respirer, hein, à condition qu'il y ait une aération correcte. Alors, il va se former comme produit du dioxyde de carbone et de l'eau à l'état gazeux. Il ne pleut pas sur le brûleur, hein, donc c'est bien que ça se forme à l'état gazeux. Alors, sauf que, il faut savoir que cette réaction se passe dans l'air, dans l'atmosphère, et dans l'atmosphère, on l'a vu, il y a du dioxygène, mais il n'y a pas que ça, il y a du diazote qui est présent aussi, hein. Il est présent dans l'état initial. Il ne réagit pas, il va se retrouver totalement dans la même quantité à l'état final. Donc c'est une espèce qu'on appelle espèce spectatrice. Donc si on résume ce qui est présent au début et à la fin, dans ce cas-là, au début j'ai du CH4 gazeux, ce qu'on appelle du méthane, du dioxygène gazeux, O2, et du diazote gazeux, N2. Et tout ça va évoluer pour qu'à la fin il me reste du CO2 gazeux, donc dioxyde de carbone qui est apparu, de l'eau à l'état gazeux, H2O, le diazote qui est présent au début, qui est présent à la fin, donc espèce spectatrice, c'est dans la même quantité, et il reste du dioxygène parce que on espère que tout le dioxygène de la pièce ne disparaît pas. Alors on pourrait se dire pourquoi le O2 il est présent au début, il est présent à la fin, pourquoi c'est pas une espèce spectatrice? Parce que il y a bien un mot qui est important ici, c'est le dioxygène restant. Ça veut dire que il y a quand même du dioxygène qui a réagi. Tout le dioxygène n'a pas réagi, mais on a quand même du dioxygène qui a réagi, alors que le diazote n'a pas réagi du tout. Donc pour qu'une espèce soit spectatrice, il faut qu'elle ne réagisse pas du tout et qu'il y ait exactement la même quantité au début et à la fin. Donc là, on la met dans le petit schéma, mais à la fin, on verra que dans l'équation, on la supprime. Ça ne sert à rien de s'encombrer de formules dont la quantité de matière ne va pas du tout évoluer. Alors, cette transformation chimique, on va la modéliser alors, de plusieurs manières, hein. D'abord par une réaction chimique, on va voir, qui va résumer un petit peu toutes les espèces qui sont présentes, qui disparaissent, qui apparaissent, et puis par une équation qu'il va falloir ajuster. Donc, on a quelques petits mots de vocabulaire que vous avez déjà vus au collège, mais qu'on rappelle. Donc, pendant cette transformation chimique, de toute façon, j'en ai déjà parlé, on a des espèces chimiques qui réagissent et donc qui disparaissent. Leur quantité de matière va diminuer au cours du temps. Donc, comme elles réagissent, on va les appeler des réactifs. Alors, elles sont donc consommées. La définition d'un réactif, c'est qu'il est consommé et donc il disparaît. Ces réactifs disparaissent, alors soit partiellement, soit totalement. Tout dépend si on a, entre guillemets, bien calculé notre coût, ou alors, tout simplement, ça ne nous intéresse pas que tout le réactif disparaisse, hein, mais peut-être un seul. En tout cas, il y aura un des réactifs qui va complètement disparaître et arrêter la réaction chimique, par conséquent, et on appellera ce réactif le réactif limitant. Hein, on va revenir dessus après. Alors, de l'autre côté, on a les espèces chimiques qui vont être formées, donc celles-là, elles sont produites, donc on va les appeler tout simplement les produits. Alors, il faut savoir que la matière qui constitue ces produits, leurs atomes, sont évidemment faits avec les atomes des réactifs. Hein, donc c'est un petit peu comme si vous aviez une construction en Lego, ça vous plaît pas, donc ça ce sont les réactifs, vous cassez tout, donc par exemple vous avez construit une maison en Lego, ça vous plaît pas, vous cassez la maison et vous utilisez les Lego pour fabriquer un bateau. Et ben le bateau est nouveau, il n'existait pas au début, la maison elle n'existe plus, mais les constituants du bateau et de la maison sont les mêmes. Ce sont les Lego, c'est-à-dire les atomes. Hein, donc les atomes, eux, vont rester. Mais les produits, tout à l'heure on avait le dioxyde de carbone et l'eau, n'existaient pas au début. Alors la réaction chimique, c'est tout simplement ce qui va modéliser ce passage des réactifs aux produits. Donc on va le résumer comme ça, hein, on pourrait faire des phrases, des textes, mais on peut résumer ça tout simplement en mettant les réactifs
une flèche, les produits. C'est tout. Donc c'est même pas une phrase, ça résume vraiment les réactifs, les produits, rien d'autre. Donc seuls les réactifs et les produits figurent dans la réaction chimique. Donc les espèces spectatrices ne sont pas indiquées. Hein, ça y est, on les supprime déjà, on a compris que ça servait à rien. Alors si je reprends la réaction de la combustion complète du méthane qu'on a vu, on avait deux espèces qui disparaissaient, qui sont donc les réactifs, c'est-à-dire le méthane plus le dioxygène, une flèche. Même si le dioxygène ne disparaît pas entièrement, il y en a quand même une partie qui disparaît. Et les deux produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. Donc vous voyez qu'il n'y a pas le ou la, ce n'est pas une phrase. Ça résume tout simplement méthane plus dioxygène, une flèche, dioxyde de carbone plus eau. Avec ça, d'ailleurs, je n'ai pas les quantités de matière. Je ne sais pas combien j'ai de méthane, combien j'ai de dioxygène, combien de produits j'obtiens. C'est juste une sorte d'aide-mémoire, hein, de petit rappel qui va nous servir d'ailleurs à établir l'équation de la réaction qui va venir juste après. Alors, avec cette réaction chimique, on va établir l'équation de la réaction. Donc, c'est une écriture symbolique de la réaction chimique dans laquelle, en fait, toutes les espèces vont être représentées par leurs formules respectives. Donc, on va remplacer méthane par CH4, on va remplacer dioxygène par O2, dioxyde de carbone par CO2 et eau par H2O. Et il va falloir qu'on ajuste tout ça. Hein. Alors, pourquoi on va ajuster? Et on va voir en quoi ça consiste. En fait, on dit aussi équilibré. Hein, les deux peuvent se dire. Alors, pourquoi? Parce que il y a deux conservations qui existent. La première, c'est la conservation des éléments chimiques. Ça veut dire qu'on doit avoir les mêmes éléments et en même nombre dans les réactifs et dans les produits. Alors, les mêmes éléments, ça veut dire, si on prend une réaction chimique dans laquelle il n'y a que des atomes ou des molécules, hein, qu'il n'y a pas d'ions, ça veut dire que je dois avoir les mêmes atomes, le même nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de création de matière, pas de création d'atomes, ni de disparition de l'atome. C'est-à-dire que tous les atomes qui sont présents dans les réactifs doivent servir à fabriquer des produits. Et j'en ai pas qui disparaissent par magie, ni qui apparaissent par magie. Donc ça, c'est la fameuse phrase attribuée à Lavoisier, même si on ne pense pas qu'il ait réellement dit ça, mais en tout cas, le sens de ses travaux aboutissaient à ça, hein, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc rien ne se perd, sous-entendu les atomes. Les atomes ne se perdent pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas disparaître, ils ne se créent pas, mais les molécules se transforment, des réactifs se transforment en d'autres molécules des produits. Alors, on a ça avec les éléments chimiques, mais on a également ça avec la charge électrique. Donc, conservation de la charge électrique, parce qu'on va avoir des espèces qui vont être des ions, et si j'ai par exemple 2 charges positives au total dans les réactifs, eh bien je dois retrouver également 2 charges positives dans les produits. On ne va pas avoir, bah tiens, un plus qui se crée. Non, c'est pas possible. Tout comme c'est pas possible de créer ces atomes. Donc la somme des charges des réactifs doit être égale à la somme des charges des produits. Donc pour respecter ces deux lois, il va falloir qu'on ajuste les équations chimiques. Alors comment on va faire? On va ajouter des nombres devant les formules et c'est absolument la seule manière de faire, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de modifier les formules. CH4, c'est CH4, c'est pas C2H4, c'est pas C2H3 ou CH3. Je ne peux qu'ajouter un nombre devant la formule. Ça veut dire que je multiplie la formule. Par exemple, au lieu de prendre 1 CH4, je vais prendre 2 CH4. Donc j'aurai CH4 plus CH4. Donc c'est comme si au lieu d'avoir un crayon, vous prenez 2 crayons. Ben, vous mettez bien un 2 devant crayon. Hein, donc vous multipliez par 2 le nombre de crayons. Et ce nombre qu'on va noter devant la formule, ça s'appelle un nombre stoichiométrique. Alors, vous voyez l'écriture, hein, c'est pas très marrant à écrire avec un E dans l'eau, hein, mais c'est comme ça que ça s'appelle, c'est ce qui va permettre d'ajuster une équation. Alors, ces nombres stoichiométriques permettent de connaître dans quelle proportion les réactifs sont consommés et les produits sont formés. Alors, par convention, parce qu'on aime bien en écrire le moins possible, on n'écrit pas le nombre stoichiométrique 1. Ça veut dire que quand vous avez 1 CH4, eh ben vous écrivez CH4, pas 1 CH4. On n'écrit pas le 1.
hein, tout comme on n'écrivait pas C1H4. Hein, dès qu'il y a le chiffre 1, on ne l'écrit pas. Alors, on va voir un exemple d'ajustement d'équation avec la combustion du méthane, justement. Alors, l'écriture de la réaction chimique qui permet d'obtenir la combustion du méthane, c'est méthane plus dioxygène, une flèche, dioxyde de carbone plus eau. Donc, première étape, petite fiche méthode, on remplace les noms des espèces chimiques par leurs formules. Donc, il faut connaître certaines formules. Et on va préciser leur état. Donc, tout est gazeux, hein, tout se passe à l'état gazeux ici, donc je mets un petit G entre parenthèses. Donc, CH4 plus O2, une flèche, CO2 plus H2O. Ensuite, on va faire l'ajustement de l'équation et on va faire en sorte que on ait une conservation de chaque élément chimique. Alors, c'est pas toujours évident de savoir par lequel on commence, il y a parfois des petites astuces. À force de s'entraîner, on finit par savoir lequel on doit commencer. Ben, il y a une astuce assez simple, hein, c'est tout simplement, vous commencez par le premier qui vient. Voilà, c'est une bonne méthode pour savoir par lequel on commence. De toute façon, si ça ne marche pas, vous ferez le suivant, par exemple. Mais ça marche dans beaucoup de cas, de toute façon. Donc, je prends CH4, ça veut dire que le premier atome qui est présent, c'est C, c'est du carbone. Et là, dans les réactifs, je vois que j'ai pas de carbone dans O2, je n'en ai que dans CH4. Donc j'ai au total un atome de carbone dans les réactifs au total. Ça veut dire que je dois avoir un atome de carbone dans les produits. Je regarde où on a du carbone dans les produits, on n'en a que là. J'en ai pas dans H2O. Et ça me fait un carbone. Donc un carbone dans les réactifs, un carbone dans les produits. Ok, c'est bon, il n'y a rien à faire. Ça arrive qu'il n'y ait rien à faire et que le boulot soit déjà fait. Alors ensuite, je prends le suivant, tout simplement. Donc l'atome suivant, c'est de l'hydrogène. Alors de l'hydrogène, je vois que je n'en ai que dans CH4, je n'en ai pas dans O2. Attention, il faut toujours prendre l'ensemble des réactifs. Hein. Alors CH4, j'ai 4 hydrogènes dans les réactifs. Et dans les produits, je vois que je n'ai que de l'hydrogène dans H2O. Donc j'en ai 2. Hein, le petit 2 va pour l'hydrogène. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'au début j'avais 4 hydrogènes et à la fin j'en ai que 2. Donc il y a 2 hydrogènes qui se sont volatilisés, qui ont disparu et ça c'est pas possible. Ça veut dire que dans la nature c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas dans ces proportions-là que les molécules vont réagir entre elles parce que ça ne respecte pas cette règle de conservation des éléments. Donc pour faire en sorte qu'il y ait le même nombre, alors je ne peux pas faire 2 et 2. 4 c'est le minimum. Ce que vous avez écrit, c'est le minimum. Je ne peux pas couper une molécule en deux, lui retirer des atomes parce que ça m'arrange. Non. CH4, c'est CH4, c'est pas CH2. Donc je ne peux pas en avoir moins que 4 dans les réactifs. Donc le seul moyen, c'est d'en ajouter. Alors il faut que j'en ajoute là où il en manque. Donc je vais en ajouter dans les produits. J'ai que 2 hydrogènes et il me faut rajouter 2 hydrogènes de plus. Donc c'est ce qui est écrit, hein, on doit ajouter 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Et alors, qu'est-ce que je peux ajouter comme molécule qui ajoute de l'hydrogène? Je ne vais pas ajouter CO2, ça n'ajoute pas d'hydrogène. Donc, je vais ajouter H2O. Alors, pour ça, je vous ai expliqué, le seul moyen, c'est de rajouter un chiffre devant la molécule. Je ne peux pas modifier les molécules, hein, je vous répète, H2O, c'est pas H4O, c'est H2O. Donc, je vais rajouter des chiffres devant. Là, je rajoute un petit 2, enfin un 2 normal devant H2O. Et donc 2H2O, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire H2O plus H2O. C'est-à-dire au lieu d'avoir 2 crayons, vous avez un crayon plus un crayon, hein, donc 2 molécules d'eau. Donc j'ajoute ce chiffre 2 là devant H2O et je recompte. Hein, on fait que ça, on ajoute un nombre, on recompte. Donc dans les réactifs, j'ai toujours 4 hydrogènes, j'ai rien changé. Et dans les produits, maintenant vous avez 2 hydrogènes ici, plus 2 hydrogènes ici. Alors, il faut être capable de le faire à partir du chiffre, hein, parce qu'en fait, vous avez 2 fois 2. 2 fois 2, 4 hydrogènes. Hein, on multiplie par le nombre qui est à l'intérieur. Donc, 2 fois 2 égale 4 hydrogènes. 4 hydrogènes dans les réactifs, 4 dans les produits. C'est bon, on a rectifié. En rajoutant un 2 devant H2O, j'ai réglé le problème.
Alors, il arrive parfois que en mettant un nombre, ça change, ça déséquilibre ce qu'on avait déjà équilibré auparavant. Par exemple, s'il y avait eu un carbone dans H2O, eh ben, ça aurait changé le nombre de carbone. Donc mes carbones n'auraient plus été équilibrés. Donc dans ces cas-là, il faut refaire à nouveau l'étape suivante, hein, et on refait toutes les étapes au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait vraiment le même nombre partout. Bon, là, ça n'a pas changé le nombre de carbone, donc tout va bien. Alors, il me reste un dernier atome, le carbone c'est fait, l'hydrogène c'est fait, il me reste l'oxygène. Alors, dans les réactifs, je n'ai de l'oxygène que dans O2, et on a 2 atomes d'oxygène. Et dans les produits, alors là, attention, le décompte, il ne faut pas se tromper, j'ai de l'oxygène dans CO2, j'en ai 2 ici, et j'en ai 2 dans H2O. Parce que dans H2O, enfin dans 2 H2O, parce que dans H2O tout seul, vous avez un oxygène. Mais là, j'ai H2O plus H2O. Donc 2 oxygènes. Donc 2 plus 2, ici, ça va me faire, enfin plus 2 fois 1, puisque H2O 1, il n'y a pas de 1 à côté de H2O. Donc 2 plus 2 fois 1, ça fait 4. Là, on peut juste dire 2 plus 2. En fait, le 2 fois 1, c'est parce que, tout simplement, vous faites 2 fois 1 ici. Hein, le chiffre qui n'est pas écrit, c'est 1. Donc là, maintenant, il manque de l'oxygène dans les réactifs. Donc, je dois en ajouter. Alors, je ne peux que rajouter des chiffres devant. Donc, là, en fait, sans qu'on ne fasse rien, vous avez un chiffre 1, ici. Donc le chiffre qui vient juste au-dessus, c'est 2. Hein. Les chiffres, les nombres stoichiométriques, j'ai oublié de dire, c'est forcément des nombres entiers. Alors, bien qu'on ait des méthodes pour faire avec des nombres à virgule et avec des virgules 5, mais bon, on ne va pas le traiter pour l'instant. Donc si j'en mets pas 1, c'est 2. Alors même s'il aurait fallu un seul atome d'oxygène en plus, des fois on est un petit peu embêté, hein, mais on est obligé de passer à 2. Donc je vais mettre un 2 devant O2, et ça va m'arranger puisque je vais pouvoir faire 2 fois 2, c'est-à-dire ça va me faire 4 oxygènes. Et dans les produits, ça n'a pas changé, hein, j'ai toujours 2 plus 2 fois 1, ça fait 4 oxygènes. 4 oxygènes dans les réactifs, 4 oxygènes dans les produits. C'est bon, j'ai réglé la situation en rajoutant ces deux nombres ici, hein, deux nombres stoichiométriques, un 2 devant O2 et un 2 devant H2O. Voilà. Alors, on va faire ici un deuxième exemple avec une équation dans laquelle interviennent des ions. Donc, on va étudier la réaction entre le magnésium métallique et les ions hydrogène, H+, qui sont présents dans l'acide chlorhydrique. Hein. Donc, dans l'acide chlorhydrique, vous avez des ions hydrogène, aqueux, donc dissous, et des ions chlorure, Cl-, aqueux. Alors, c'est une réaction dans laquelle vous mettez un petit ruban de magnésium, donc un petit fil pas de fer, mais de magnésium, hein, qui a le même aspect que le fer, qui est métallique gris, et il va se faire complètement ronger par l'acide, donc il va complètement disparaître avec une petite effervescence d'un gaz qui va être le dihydrogène. Alors, le magnésium, son symbole, c'est Mg, donc il est solide au départ. Alors, dans l'acide chlorhydrique, le seul ion qui va m'intéresser, c'est H+, qui est aqueux. Alors, pourquoi? Parce que le chlorure, en fait, ne va pas réagir. Il sera présent au début et présent à la fin. Donc, je ne vais pas le mettre dans l'équation. Je vais obtenir du chlorure de magnésium. Donc, en fait, je vais obtenir un ion magnésium. Donc, vous voyez que le magnésium qui est présent au début à l'état solide devient aqueux à la fin. Mais c'est toujours l'élément magnésium. Quand il est sous forme d'ion, il est accompagné de chlorure, hein, mais qui était déjà présent au début. Donc je ne vais pas l'écrire dans l'équation. Et j'ai une formation d'un gaz qui est le dihydrogène H2. Alors, on remarque donc que les ions chlorure n'apparaissent pas dans l'équation, hein, car ce sont des ions spectateurs. Donc, pour ajuster l'équation, méthode, on va toujours commencer par assurer la conservation des éléments. C'est-à-dire qu'au début, j'équilibre comme on a déjà vu précédemment, et les charges plus et moins, je ne fais comme si elles n'existaient pas. Hein, on regardera à la fin la conservation de la charge, et le fait est que quand il y a des ions et qu'on a équilibré les éléments, eh bien souvent, ça équilibre les charges aussi. Pas toujours, mais la plupart du temps, ça équilibre.
Donc, mais il faut toujours le vérifier quand même, hein, pour être sûr que ce soit le cas, parce que bah, oui, il y a des cas où ça ne marche pas. Mais on le fait toujours en dernier. Donc, on va commencer par les éléments. Alors, comme je vous ai dit, on commence par le premier, le magnésium. Donc, Mg dans les réactifs, là, j'en ai qu'un seul, c'est un atome de magnésium. Et dans les produits, j'ai Mg2+. Alors, attention, je ne m'occupe pas des 2+, je fais comme s'ils n'existaient pas. Et donc là, je n'ai qu'un seul élément magnésium. Je ne vais pas dire atome, c'est plus un atome. Mais je n'ai qu'un seul élément magnésium. Donc en fait, j'avais un noyau de magnésium entouré de ces électrons qui étaient en atomes. Et cet atome, en fait, on lui a arraché 2 électrons. Et donc, il est devenu un ion Mg2+. Mais le noyau de magnésium est toujours le même. Je n'ai pas touché au noyau, ce n'est pas une réaction nucléaire. Donc, c'est toujours l'élément magnésium. Et j'en ai qu'un seul, j'ai qu'un seul noyau. En fait, dans les éléments, on compte les noyaux. On ne compte pas s'il y a des charges positives ou négatives qui interviennent. Donc, un magnésium dans les réactifs, un dans les produits. Ok, c'est bon. On peut passer au suivant. Donc, le suivant, c'est l'hydrogène sur la liste. Donc là, je regarde H et je ne m'occupe pas du plus. Donc, dans les réactifs, j'en ai qu'un seul. Et dans les produits, j'ai H2. Donc, j'en ai 2 dans les produits. Donc 2 hydrogènes dans les produits, donc il me manque 1 dans les réactifs, et donc je vais mettre un chiffre 2 devant H+. Hein, je n'additionne pas, je multiplie en fait. Il faut vraiment réfléchir par multiplication. Donc je mets un 2 devant H+, même si ça fait H+, plus H+, donc ça fait 2 éléments hydrogènes dans les réactifs, et dans les produits, j'ai toujours 2 éléments hydrogènes, donc qu'ils soient en ion ou en atome, hein, peu importe, ou en molécule d'ailleurs. J'ai 2 éléments hydrogènes des deux côtés, donc ok, c'est bon. Donc les éléments, c'est fait. Un magnésium de chaque côté, 2 hydrogènes de chaque côté. Donc les éléments, c'est ok. Maintenant, je vais vérifier la conservation de la charge. Alors cette conservation de la charge se fait avec tous les réactifs et tous les produits. Donc je commence par les réactifs, je regarde où il y a des charges. Bon, bah, dans Mg, j'en ai pas, hein. Mais là, j'en ai ici. J'ai un plus et le H+, j'en ai 2. Donc ça multiplie les charges par 2. C'est comme si vous aviez H+, plus H+. Bah, ça fait 2 charges positives. Donc dans les réactifs, j'ai 2 charges plus. Dans les produits, eh bien, vous avez 2 plus ici. Donc ça fait bien 2 charges positives. Et donc vous voyez, en rajoutant juste ce petit nombre stoichiométrique 2 devant H+, on a à la fois réglé les éléments et on a réglé la charge. Donc c'est bon, il n'y a rien à faire, c'est bien ajusté. Alors maintenant, vous avez quelques exercices avec d'autres équations chimiques à ajuster, hein. Donc je vous propose de mettre en pause et de vraiment essayer. C'est le seul moyen d'y arriver pour vraiment s'entraîner, hein. C'est pas le jour d'une évaluation qu'on apprend à équilibrer des équations. Et sachant que c'est très 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 important quand si vous faites spécialité, parce que vous avez beaucoup d'exercices à base de ces équations, et si la première question est d'ajuster l'équation, pardon, et si la première question est fausse, tout le reste est faux. Donc, est-ce que vous tombez sur un correcteur sympa ou pas sympa? Ben ça dépend. Donc, il faut vraiment être bien à l'aise avec ça. Alors, je vais corriger tout ça. Donc, je vais commencer par la première. H2 plus Cl2 donne HCl. Donc, la technique, hein, je commence par le premier, hydrogène. J'ai 2 hydrogènes ici, et dans les produits, j'ai un seul hydrogène. Donc, il me faut 2 hydrogènes dans les produits. Donc, je vais rajouter un 2 devant HCl. Alors, en rajoutant ça, ça met 2 hydrogènes, mais ça me met 2 chlore aussi, Cl. Hein, j'ai pas le choix, je ne peux pas prendre que l'hydrogène parce que ça m'intéresse. Bon, là, en fait, est que ça va m'intéresser ici de multiplier les chlores, mais je ne peux pas prendre que ce qui m'intéresse. Je suis obligée de prendre la globalité. Donc, j'ai bien 2 hydrogènes réactifs, 2 hydrogènes produits, c'est bon. Maintenant, je passe au chlore. Donc là, le chlore, je constate que j'ai 2 atomes de chlore dans les réactifs, et j'ai bien 2 fois 1, puisque là j'ai un chlore, mais j'en ai 2 ici, donc ça me fait 2 chlores dans les produits. Donc c'est bon, c'est équilibré pour le chlore aussi. Alors, deuxième équation.
AL plus S donne AL2, S3. Bon, il n'est pas très compliqué. Ici, on constate que AL, j'ai un aluminium, et ici, j'en ai 2. Donc, je vais me contenter de mettre un 2 devant AL. Ensuite, j'ai 3S, 3 soufres. Là, j'en ai qu'un seul dans les réactifs. Donc, on va mettre un 3 devant S. Voilà, j'ai bien 2 aluminium, 3 soufres de chaque côté. Sauf que vous voyez dans les réactifs, ils sont sous forme d'atomes. Donc, dans ces cas-là, on met bien un nombre devant. Et dans les produits, ils sont sous forme de molécules, entre guillemets. Donc là, ils sont en indice. Alors attention à l'erreur fréquente qui est de mettre un petit 2 ici. Non, quand on équilibre, je vous répète, ou un petit 3 d'ailleurs pour S, quand on équilibre, on ne met que des chiffres devant la formule. Je n'ai pas le droit de mettre de chiffres en indice, c'est interdit. Parce que vous modifiez les formules hein, ou les symboles. Alors pour le troisième, donc Mg plus O2 donne MgO. Alors je commence par le premier, a priori tout va bien, j'ai bien un magnésium, donc a priori je fais rien. Le suivant, l'oxygène, j'ai 2 oxygènes. Et là j'en ai qu'un seul. Donc si j'en ai qu'un seul, je vais mettre tout de suite un 2 devant MgO. Comme ça me fait 2 atomes d'oxygène dans les produits et dans les réactifs. Alors le problème c'est qu'en mettant ça, eh bien, ça multiplie le nombre de magnésium, puisque maintenant, vous avez 2 fois 1, c'est-à-dire 2 magnésiums. Donc, il faut absolument que je remette un 2 devant Mg pour pouvoir rééquilibrer le magnésium. Donc, vous voyez que c'est un exemple où on avait équilibré en premier magnésium, on s'était dit c'est bon, il n'y a rien à faire, puis en fait, on est obligé d'y revenir. Donc, il faut toujours revérifier chaque sorte d'atome hein, une dernière fois pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors, pour le D, donc C2H4 plus Cl2 donne C plus HCl. Alors, je commence par le premier, C2, donc le carbone. J'ai 2 atomes de carbone dans les réactifs, j'en ai qu'un seul dans les produits. Je n'ai pas de carbone ailleurs, hein. Cl, c'est pas du carbone, bien sûr. Donc là, c'est pas très compliqué, je mets un 2 devant C pour avoir 2 carbones de chaque côté de la flèche. Ensuite, je prends le suivant, c'est H4. Donc j'ai 4 hydrogènes dans les réactifs, il me faut 4 hydrogènes dans les produits. L'hydrogène, il est ici, j'en ai qu'un seul. Donc je vais mettre un 4 devant HCl. Donc j'ai équilibré les carbones, les hydrogènes, donc maintenant il me reste les chlores. Alors les chlores, j'en ai 2 ici dans les réactifs, et maintenant, attention, j'en ai 4 dans les produits, puisque vous avez 4 Cl. Donc 4 atomes de chlore dans les produits, il m'en faut 4 dans les réactifs, alors que j'en ai 2, donc je vais mettre un 2 devant Cl2, donc 2 fois 2, ça me fait bien 4 chlore dans les réactifs également. Donc j'ai bien 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes de chlore dans les réactifs et dans les produits, pardon, par ici. Voilà, donc c'est bon, c'est équilibré. Alors ensuite, H2SO4, flèche H++ plus SO4 2-. Donc l'ion sulfate avec l'acide sulfurique. Alors là, vous voyez qu'il y a des ions qui interviennent. Mais je vous ai dit que quand il y a des charges, on équilibre d'abord les éléments, les atomes entre guillemets, et ensuite on vérifiera les charges. Donc là, je commence par le premier qui vient, l'hydrogène. Donc là, je vois que j'ai 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs et j'ai un seul élément hydrogène. Donc je vais mettre un 2 devant H+, pour avoir 2 hydrogènes. Alors ensuite, vous avez un soufre et 4 oxygènes. Hein, je peux même faire carrément le bloc entier, là, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de changement. Ici, j'ai SO4, donc un soufre, 4 oxygènes. Et dans les produits, je vois que j'ai SO4 aussi. Je vous rappelle que le 2-, je ne m'occupe pas des charges pour l'instant. Donc j'ai bien un soufre et 4 oxygènes dans les produits aussi. Alors maintenant que j'ai équilibré a priori les éléments, je vais faire une vérification sur la charge. Alors dans les réactifs, je vois que H2SO4 c'est neutre, donc charge égale à 0. Ça veut dire que dans les produits, je dois aussi avoir une charge neutre égale à 0. Alors 2H+, ça me fait 2 charges positives, et SO4 2-, ça me fait 2 charges négatives. Donc 2 plus et 2 moins,
ça s'annule et donc j'ai bien une charge neutre égale à 0 dans les produits, dans les réactifs et dans les produits. Donc en mettant le petit 2 devant H+, ça a équilibré aussi. Alors ensuite, dernière équation, donc vous avez Ag++ plus Cu donne Ag plus Cu2+, donc une réaction qu'on appelle d'oxydoréduction que vous étudierez en première spécialité, si vous le faites. Alors, si j'équilibre les éléments en premier, donc, comme on a dit, hein, donc là je ne m'occupe pas des charges, j'ai un élément argent, Ag, un atome d'argent, donc un noyau argent de chaque côté. Rien à faire, c'est bon. Je m'occupe de Cu, c'est du cuivre, donc j'ai un atome de cuivre ici et un ion cuivre ici, mais un élément cuivre de chaque côté, donc j'ai rien à faire. Donc a priori, pour les éléments, c'est réglé, c'est équilibré, mais maintenant il me reste la conservation de la charge à faire. Alors ça, je vais vérifier la charge. Donc la charge, j'en ai que dans les ions, j'en ai pas dans les atomes. Donc du côté des réactifs, j'ai une charge positive. Et du côté des produits, catastrophe, j'ai 2+, donc j'ai 2 charges positives. Alors attention à ne pas commettre l'erreur de me changer là, ni vu ni connu, Ag+ en Ag2+. Non, même si ça nous arrangerait, l'ion argent n'est pas, sa formule n'est pas Ag2+, c'est Ag+. Hein. Donc ça veut dire que je ne peux pas modifier les formules, mais j'aurais besoin de 2 charges positives. Et bien pour avoir 2 charges positives, je vais mettre un 2 devant Ag+. Comme ça, j'ai Ag++ plus Ag+, ça me fait bien 2 charges positives. Donc les charges, c'est équilibré. Alors le problème, c'est qu'en faisant ça, eh ben, ça m'a déséquilibré mes éléments. Maintenant, j'ai 2 éléments argent, et donc il me faut 2 éléments argent du côté des produits. Et ben, c'est pas très compliqué, je vais mettre un 2 devant Ag. Voilà. Et comme ça, j'ai 2 Ag, 2 Ag, 2 atomes, 2 éléments argent, toujours un cuivre de chaque côté, et j'ai bien la même charge. Donc vous voyez, là c'est un exemple quand on a fait la conservation des éléments, ça n'a pas réglé le problème, et on a été obligé d'équilibrer en faisant la conservation de la charge. Hein. Vous avez quelques cas qui peuvent exister comme ça. Alors maintenant, on va voir la notion de réactif limitant d'une transformation chimique. Alors c'est une notion qu'on va juste aborder en seconde et qu'on développera beaucoup plus avec un outil de calcul qui s'appelle le tableau d'avancement en classe de première spécialité. Donc une transformation chimique, ça paraît assez logique, va s'arrêter lorsqu'au moins un des réactifs est totalement consommé. C'est-à-dire que si vous utilisez 2 réactifs et qu'il y en a un qui s'épuise en premier, eh bien si les 2 réactifs sont nécessaires et qu'il en manque un, la réaction va s'arrêter. Et donc le réactif qui va s'épuiser en premier va s'appeler le réactif limitant. Alors pourquoi limitant? Parce qu'il limite, entre guillemets, hein, la transformation par sa disparition. Le fait qu'il disparaisse fait que la réaction est obligée de s'arrêter. Et c'est important de savoir lequel ça va être pour savoir tout simplement quand la réaction va s'arrêter et quelle quantité de produit on va obtenir à la fin. Parce que la quantité de produit va dépendre de la quantité de réactifs limitants qu'on a. Alors, le réactif limitant, par définition, est le réactif qui est totalement consommé en premier. Donc, sa quantité de matière, s'il est totalement consommé, sa quantité de matière à l'état final est nulle, c'est-à-dire elle vaut 0 mol. Alors, le système chimique à l'état final, qu'est-ce qui va nous rester à l'état final? Il va nous rester les produits, évidemment, et il va nous rester le ou les réactifs restants qui n'ont pas été entièrement consommés. Alors, il peut y arriver certains cas où on a bien prévu les choses et si par exemple on a 2 réactifs, les 2 réactifs sont totalement consommés à l'état final, donc on a fait en sorte qu'on a bien calculé notre coût pour qu'il ne reste plus aucun réactif. Et donc ça, c'est un cas aussi intéressant parce que ça veut dire que j'ai plus un réactif qui me reste comme ça, qu'on appelle réactif en excès. J'ai plus un réactif qui me reste dans mon mélange, hein, j'ai plus rien de réactif. Et c'est un cas particulier qui s'appelle, on dit qu'on a mélangé les réactifs en proportion stoichiométrique.
Donc si tous les réactifs sont entièrement consommés à l'état final, donc ça veut dire que je n'ai pas de réactif limitant, puisqu'il n'y a pas de limitation de la réaction à cause de la disparition d'un des réactifs. Les deux, entre guillemets, sont réactifs limitants, si on veut dire, s'il y a deux réactifs. Donc les deux réactifs, leur quantité de matière sera égale à 0. J'en ai plus. Et on dit qu'ils ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. Alors, quand on fait une expérience, on peut repérer le réactif limitant assez facilement, tout simplement en observant les espèces chimiques qui sont présentes dans l'état initial et dans l'état final. Alors évidemment, on ne va pas observer le réactif limitant dans l'état final puisqu'il n'y en a plus. Mais par contre, on peut regarder s'il reste d'autres réactifs. Hein, et par déduction, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc le réactif limitant sera l'autre. Donc exemple, dans la combustion du butane qui est présente dans un briquet, quand le briquet ne fonctionne plus, ce n'est heureusement un truc à faire pour nous, pour notre respiration, par manque de dioxygène dans l'air, hein, mais tout simplement parce qu'il n'y a plus de butane dans le réservoir du briquet, tout comme quand on a une bouteille de gaz qu'on brûle dans une gazinière, quand la bouteille est vide, hein, ou quand il n'y a plus de charbon dans le barbecue, c'est jamais par manque de dioxygène. Hein. Donc le combustible en fait sera le réactif limitant. Donc ici c'est le butane. Le butane sera le réactif limitant, ce ne sera pas le dioxygène. Alors, pour trouver le réactif limitant, on peut juste observer, mais il y a une méthode un peu plus précise parce que certains réactifs, quand ils sont gazeux, c'est parfois difficile de les repérer, hein, de distinguer si je n'ai que des gaz au début et que des gaz à la fin. Beaucoup de gaz sont invisibles, donc ça va être compliqué de repérer s'ils sont présents ou pas. Donc il y a une autre technique, sachant la quantité de réactifs que j'ai apporté au début. Alors, on peut calculer le rapport, donc la division, de la quantité de matière initiale des réactifs sur leur nombre stoichiométrique. On va avoir un exemple juste après, hein, rassurez-vous. Alors, le réactif limitant, lequel c'est celui pour lequel ce rapport est le plus petit. Donc, concrètement, je divise la quantité de matière par le nombre stoichiométrique de l'espèce chimique. Et je compare. Je fais ça pour chaque réactif. Donc chaque réactif, je divise sa quantité de matière par son nombre stoichiométrique. Je le fais ça pour tous les réactifs. Et le plus petit, c'est le réactif limitant. Alors pourquoi on a cette chose-là? Tout simplement parce que c'est des choses qu'on va démontrer en première avec une notion qui s'appelle le tableau d'avancement. Et quand les molécules réagissent entre elles, ce n'est pas une molécule pour une. Par exemple, pour la combustion du méthane, j'ai besoin d'une molécule de méthane pour 2 molécules de dioxygène. Ça veut dire que le dioxygène s'épuise 2 fois plus vite que le méthane. Donc le coefficient, il est important là-dedans. Hein. Ça va jouer sur la consommation de réactifs que je fais. Plus le coefficient stoichiométrique est important, plus le réactif va s'épuiser rapidement. Donc on doit en tenir compte, on ne peut pas juste comparer, j'ai 3 moles de l'un plus 2 moles de l'autre, forcément c'est celui où j'ai le moins de moles qui va s'épuiser en premier. Ce n'est pas forcément le cas. Donc je dois prendre en compte le coefficient stoichiométrique. Alors on a un cas général, hein. Bon, après on va voir ça sur des exemples, il faut surtout savoir l'appliquer sur des exemples. Alors A grand A plus B grand B donne C grand C plus D grand D. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? A, B, C, D en majuscule, ça représente des formules. Donc c'est H4, H2O, Mg, ce que vous voulez, des formules de molécules, des formules d'ions ou des symboles d'atomes. Petit a, petit b, petit c, petit d, ce sont les coefficients stoichiométriques qui peuvent être égaux à 1. Donc quand A vaut 1, par exemple, on ne va pas écrire 1, mais il y a quand même un nombre stoichiométrique qui est présent. Alors, la quantité de matière initiale de A. Donc, les réactifs, hein, c'est cela. Moi, je ne vais pas m'occuper des produits. Pour trouver le réactif limitant, je ne m'occupe des réactifs, que des réactifs. Donc, la quantité de matière de A. Rappelez-vous, la quantité de matière, ça se note N. Donc, ça va être N, entre parenthèses, grand A. Donc, le nombre de moles de A, la quantité de matière de A. Alors le petit i, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente tout simplement la quantité de matière initiale.
c'est-à-dire au début de la réaction chimique, qui n'est pas forcément égale à la quantité de matière finale, hein, puisque surtout si le réactif diminue, enfin sa quantité de matière diminue. Donc je divise cette quantité de matière, ce nombre de moles, par petit a. Vous voyez, petit a il est ici, si a vaut 2, ben, je divise par 2. Si a vaut 3, je divise par 3. Si a vaut 1, ben, je divise par 1. Donc en fait, je ne divise pas. Donc on divise cette quantité de matière par le nombre stoichiométrique pour A. Je fais la même chose pour B. Donc je me retrouve avec un NiB sur B. Donc quantité de matière de B divisé par B. Par le coefficient stoichiométrique de B. Alors vous remarquez, C et D, encore une fois, on ne s'en occupe absolument pas. Et je compare ces deux nombres. Donc si NiA sur A est inférieur à NiB sur B, alors qui est le réactif limitant? On a dit que c'était le plus petit, donc c'est A. A est le réactif limitant. Si NiA sur A est supérieur à NiB sur B, le réactif limitant c'est B. On a toujours dit que c'est le plus petit. Alors il existe un dernier cas où j'aurai NiA sur A égale NiB sur B. Eh bien, dans ces cas-là, il n'y a pas de réactif limitant, ou alors ils sont tous les deux réactifs limitants. Disons qu'ils vont tous les deux disparaître. Et donc, on a dit que c'était en proportion stoichiométrique. Donc, on peut aussi dire tout simplement que le mélange est dit stoichiométrique. Alors, on va tout de suite voir un exemple. Donc, j'ai une équation qui est déjà ajustée. Zn plus 2H+, donne Zn2+, plus H2. Donc, un élément zinc dans les réactifs et dans les produits, deux éléments hydrogène dans les réactifs et dans les produits. Alors, on nous donne les quantités de matière initiales. Donc, j'ai deux réactifs, j'ai Zn et GH+. Donc, Ni de Zn égale 0,030 mol. Donc, ça, c'est pour Zn. Et j'ai un Ni de H+, qui vaut 0,050 mol. Alors, vous remarquez que là, c'est une erreur que vous faites souvent. Vous me recopiez le nombre stoichiométrique dans la quantité de matière. Non, je suis en train de parler de la quantité de matière de l'hydrogène. Le 2 n'intervient pas là-dedans. Il n'intervient que dans l'équation. Je ne vais pas écrire de 2 ici. Alors, quel est le réactif limitant? Donc, on doit faire NiA sur A et NiB sur B. Alors, pour le zinc, le premier, le A, ça va être le zinc. Je fais NiZn divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 1. Enfin, on dit coefficient au nombre stoichiométrique. Donc, 0,030 divisé par 1, c'est pas trop dur, ça fait 0,030. Je fais la même chose pour les ions hydrogène, H+. Et donc là, je vois que j'ai un coefficient 2. Donc, je vais faire 0,050 divisé par 2. Et donc, NiH+ sur 2 égale 0,050 sur 2, ça me fait 0,025 mol. Alors attention de ne pas oublier le mol, hein. C'est toujours des quantités de matière. Alors je prends le plus petit. Le plus petit c'est 0,025, donc qui est inférieur à 0,030 mol. Donc le réactif limitant, ce sont les ions hydrogène H+. Ce sont eux qui vont disparaître en premier et qui vont arrêter la réaction. Donc il restera du zinc à la fin. J'aurai plus d'ion H+, j'aurai du Zn de plus, j'aurai du gaz dihydrogène et j'aurai encore du zinc qui me restera. D'ailleurs, je peux calculer la quantité de matière qui me restera. Mais je n'aurai plus d'ion H+. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément naturel, parce qu'on aurait tendance à dire le réactif limitant, c'est celui qui en a le moins. Et donc j'ai 0,030 mol de Zn, c'est moins que 0,050. Donc ce qui va disparaître en premier, c'est le zinc. Eh bien, pas du tout, parce que le coefficient stoichiométrique fait que les ions hydrogène disparaissent 2 fois plus que le zinc. D'accord? Donc il faut vraiment toujours faire cette petite technique-là. Alors maintenant, on va voir un troisième petit paragraphe assez rapide qui rappelle pas mal le chapitre sur les transformations physiques qui vont concerner les effets thermiques, parce que des effets thermiques avec la notion de transformation exothermique ou endothermique, c'est valable aussi pour les transformations chimiques. Donc certaines transformations vont s'accompagner d'effets thermiques, et on a la même chose que pour les transformations physiques. Lors d'une transformation, le système peut absorber ou libérer de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur.
Alors, on a certaines transformations chimiques qui vont être dites exothermiques. Donc, exo, c'est vers l'extérieur. Donc, elles vont libérer de la chaleur, produire de la chaleur qui va servir à réchauffer le milieu extérieur. Donc, nos mains, par exemple. Et donc, elles cèdent de l'énergie au milieu extérieur. Dans ce chapitre, on ne va pas faire de calcul d'énergie thermique. Hein. C'est plus traité dans le chapitre sur les transformations physiques. Alors, qu'est-ce qui peut chauffer le milieu extérieur? Toutes les combustions. Donc, combustion du carbone, du gaz de ville. Après, on a d'autres choses. Hein. Vous voyez, transformation entre l'acide citrique et le cuivre. Là, on voit que ça chauffe. Et on a une réaction avec les acides et des bases hein, qui peuvent dégager de la chaleur aussi. Des fois, qui peuvent être très importantes. Alors, à l'inverse, vous avez les transformations chimiques qui peuvent être endothermiques si elles absorbent de la chaleur. Donc, elles vont refroidir le milieu extérieur hein, et elles reçoivent de l'énergie thermique de la part du milieu extérieur. Elle reçoit gentiment ou elle le prend. Hein, ça dépend comment on voit les choses. Alors, exemple, production d'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. Alors, il y a une notion que si on augmente la masse du réactif limitant, on va augmenter la quantité de produits formés, hein, puisque le réactif limitant, c'est lui qui arrête la réaction. Donc, ça veut dire que la quantité de produits qu'on a, stop, ça s'arrête. Et bien, si je veux plus de produits, je vais mettre plus du réactif limitant, à condition que ce ne soit pas l'autre qui devienne réactif limitant. Hein, bien sûr, il faut toujours mettre l'autre réactif en grand excès pour éviter qu'il devienne lui-même réactif limitant. Donc, si j'augmente la masse de réactifs de départ limitant, j'augmenterai la quantité de produits formés. Et donc, si j'ai de l'énergie qui est absorbée ou libérée, je vais forcément augmenter cette énergie aussi. Soit l'énergie absorbée, soit l'énergie libérée. Et donc, cette quantité, cette variation d'énergie, donc cette variation de température, va être proportionnelle à la masse du réactif limitant. Donc, plus la masse du réactif limitant est élevée, plus la variation de température observée est importante. Alors, il nous reste une dernière partie sur la synthèse d'une espèce chimique. Donc ça, il y a beaucoup de notions qui sont vues en TP, hein, sur le TP sur la synthèse d'une espèce chimique, qu'on aura l'occasion de revoir en première et même en terminale. Alors, une synthèse. Avant de voir ce que c'est qu'une synthèse, il faut voir qu'il y a différents types d'espèces chimiques qui existent. Hein. Alors, vous avez des espèces chimiques naturelles, si elles sont issues de la nature, tout simplement. Et vous avez des espèces chimiques, quand on les fabrique, quand on les synthétise, qui vont s'appeler des espèces chimiques synthétiques. Alors, la chimie de synthèse permet de reproduire à l'atome près exactement les espèces chimiques présentes dans la nature. Alors, quel est l'intérêt? Bon, c'est toujours une raison économique, parce que ça va être moins cher de reproduire en laboratoire certaines espèces chimiques, et il y a aussi une notion environnementale, parce que ça permet de ne pas épuiser les ressources naturelles. Hein, il faut savoir qu'on a certains médicaments qui existent, comme contre le cancer, hein, par exemple le Taxol, qui sont extraits d'une écorce d'un arbre qui est l'if, et qui a une production qui est un arbre qui est très très lent à pousser, par exemple, et donc pour obtenir la quantité de médicaments qu'il faudrait, il ne faut pas se leurrer, on aurait tous les arbres qui produisent cette molécule qui se verraient retirés de leur écorce, hein, et on n'en laisserait pas un seul. Donc c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir le produire en laboratoire, comme ça on laisse les arbres tranquilles. Hein, on va laisser les espèces chimiques qui produisent on va laisser les végétaux qui produisent ces espèces chimiques, hein, très souvent, tranquilles dans la nature, et on va le reproduire en laboratoire. Et ça coûte moins cher. Donc, il faut savoir que la molécule de synthèse aura exactement les mêmes propriétés, puisque c'est la même. C'est comme les médicaments génériques ou les médicaments de base, c'est bien la même molécule, donc ça a la même action. Alors, vous avez par exemple la caféine, hein, donc la caféine contenue dans le café, c'est un stimulant, petit exemple. Elle peut être extraite du café, donc espèce naturelle, et elle peut être fabriquée en laboratoire, donc espèce synthétique. Alors, on peut aussi avoir la chimie de synthèse qui crée des espèces chimiques
qui n'existent pas dans la nature. Donc là, vous avez beaucoup d'exemples aussi de médicaments qui n'existent pas dans la nature, alors parfois pour lesquels on a amélioré une espèce naturelle qui existait, on a fait différentes réactions pour faire qu'elle soit mieux tolérée par l'organisme ou moins agressive ou plus efficace. C'est le cas par exemple de l'acide acétylsalicylique, qui est l'aspirine, qui à l'origine était l'acide salicylique qu'on allait rechercher dans l'écorce de sol et qui avait la réputation, une décoction d'écorce de sol avait la réputation de calmer les douleurs. Donc on a extrait la molécule, l'acide salicylique. Alors elle donnait un petit peu de douleur d'estomac, donc parce qu'elle était un petit peu agressive, et donc on l'a rendue un peu moins agressive, un peu mieux tolérée par l'estomac, en rajoutant un petit morceau dans la molécule, et c'est devenu l'acide acétylsalicylique. Donc aspirine, un des médicaments les plus vendus au monde. Donc l'acide acétylsalicylique, à notre connaissance, pour l'instant, n'existe pas dans la nature du tout. Donc dans ces cas-là, on parle d'espèces complètement artificielles. Donc c'est évidemment une espèce synthétique, une espèce artificielle. Alors une synthèse, qu'est-ce que ça va être? Ça va tout simplement être la fabrication de cette espèce. Alors comment on peut faire? Par réaction chimique, tout simplement, à partir des réactifs. Alors maintenant, quelles sont les étapes d'une synthèse? Donc une synthèse se déroule toujours suivant le même processus. On a 3 étapes que l'on va voir dans les 3 paragraphes qui suivent. Donc on a tout d'abord la transformation en elle-même par la réaction chimique. Ensuite, une fois que la réaction chimique est terminée et qu'on a obtenu nos produits, on va procéder à leur séparation, c'est-à-dire qu'on a dans les 2 ou 3 produits qu'on a fait, on en a un seul qui nous intéresse, qui va être mélangé à d'autres produits qui ne nous intéressent pas, ou des solvants, ou des réactifs qui n'ont pas entièrement disparu. Donc on va les séparer. Et la dernière étape, c'est l'identification, c'est-à-dire qu'on va vérifier qu'on a bien obtenu le bon produit et on va vérifier sa pureté, contrôle qualité. Alors, la première étape, la transformation chimique. Donc, pour procéder à la transformation chimique, le chimiste va utiliser un protocole. Donc, c'est une sorte de recette de cuisine sur laquelle on a un certain nombre d'indications qui vont être données et quelles sont les différentes étapes à suivre. Alors, il va préciser les étapes à suivre, mais surtout, il va préciser quels sont les réactifs présents, donc leur nature et en quelle quantité ils sont. Et pas seulement, on va aussi préciser le solvant, s'il y en a un, est-ce qu'on doit dissoudre tout dans l'eau, dans de l'éthanol, dans du cyclohexane, etc. Et ensuite, quelles sont les consignes de sécurité à respecter, si on utilise des réactifs qui sont corrosifs ou irritants, etc. Et quel est le montage utilisé. Alors, pour créer ces transformations chimiques, donc on va former des produits et pour former ces produits, on va utiliser un montage qu'on va appeler le chauffage à reflux. Alors, vous avez un exemple de schéma du chauffage à reflux. Alors, il faut connaître les différentes annotations. Donc, ce chauffage à reflux, on va l'utiliser en travaux pratiques. Alors, vous avez une vidéo très claire sur ce chauffage à reflux. Dont je mettrai le lien en description. Donc au niveau des annotations, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un support élévateur, sur ce support on a un chauffe-ballon, un ballon à fond rond. À l'intérieur de ce ballon à fond rond, on met tous nos réactifs, le solvant, et des espèces comme des catalyseurs qui accélèrent la réaction, etc. Et tout ce mélange s'appelle le mélange réactionnel. Et au-dessus de ce ballon, on va venir coller un réfrigérant à boule qui va servir à réfrigérer, comme son nom l'indique. Alors ce réfrigérant, en fait, il est ouvert et il est en lien avec le ballon, mais il est aussi ouvert vers l'extérieur, ici. Et on a des boules sur lesquelles les réactifs vont se condenser, on va voir. Et à l'extérieur, on a un deuxième tuyau dans lequel on a une circulation d'eau. Et on va même brancher l'entrée d'eau vers le bas et la sortie d'eau vers le haut. C'est important de bien retenir que c'est dans ce sens-là et que ce n'est pas l'inverse. Parce que si on inverse les tuyaux et qu'on teste, ça ne marche pas. Parce que l'eau va juste s'écouler du haut vers le bas et ne va pas remplir le réfrigérant. Donc pour qu'il se remplisse, il faut vraiment que l'entrée soit vers le bas et la sortie vers le haut. L'eau, qu'elle n'ait pas le choix de remonter pour sortir.
Alors, quel est l'intérêt de ce chauffage? Pourquoi à reflux? Pourquoi on l'appelle comme ça? Pourquoi on met un réfrigérant ouvert? Alors déjà, on va chauffer pour accélérer la réaction. Ça, c'est vraiment la base. Le problème, c'est que quand on chauffe un mélange réactionnel liquide, eh ben, par définition, le liquide va s'évaporer. Et s'il s'évapore, il part dans la pièce et par définition, il n'est plus dans le ballon. Donc, j'ai moins de produits. Et je vais avoir un rendement, donc la quantité de produits que j'ai par rapport à ce que j'ai introduit, qui va diminuer. Donc ça, c'est embêtant. Et puis, en plus, là, si j'ai des réactifs qui sont irritants, toxiques, évaporés dans la pièce, eh ben, c'est pas top non plus. Donc, j'aimerais bien accélérer la réaction en chauffant, mais je veux pas qu'il y ait de gaz toxique dans la pièce. Alors vous allez me dire, il suffirait de mettre un bouchon. Alors le problème du bouchon, c'est que ça ne va pas empêcher les réactifs de s'évaporer. Ils vont continuer de s'évaporer, du coup je vais avoir beaucoup de gaz et à un moment donné, ça va exploser. Donc c'est pas la bonne idée non plus. Donc on a eu l'idée de mettre ce réfrigérant qui ne va pas être un bouchon, ça n'est pas bouché. Donc les réactifs en fait vont s'évaporer, enfin tout le mélange réactionnel va s'évaporer au fur et à mesure et va monter là dans cette colonne et au fur et à mesure va être en contact avec une paroi froide du réfrigérant. Et comme c'est en contact avec une paroi froide, ça va se transformer de l'état gazeux à l'état liquide. Hein, ça va se liquéfier, donc on va avoir une condensation en fait, et ça va goûter. Et comme c'est à la verticale, ça va retomber dans le mélange. Et en retombant, ça va à nouveau s'évaporer, ça va remonter, ça va redescendre, ça fait des petits cycles comme ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça un chauffage à reflux. Alors, vous avez ici une photo du montage de chauffage à reflux. Hein, on voit le ballon, un petit peu dans le chauffe-ballon ici, avec les deux tuyaux branchés sur le robinet. Donc, un chauffage à reflux, ce qu'il faut retenir vraiment, parce que c'est des questions qu'on a très souvent au bac, hein, quel est l'intérêt de tel ou tel montage? L'intérêt du chauffage à reflux, c'est d'accélérer une transformation chimique en chauffant le milieu réactionnel et surtout d'éviter les pertes de matière, les pertes de réactifs lors de l'ébullition grâce au réfrigérant à boule qui va liquéfier les vapeurs formées. Voilà, ça c'est une phrase courte, simple, qui résume vraiment toute l'action du réfrigérant à boule. Alors, sur les deux autres étapes, on va aller assez vite parce qu'en fait, on les a déjà un peu vues dans les premiers chapitres de l'année où on les verra de manière plus précise dans les années prochaines. Donc, l'espèce qu'on a obtenue par synthèse n'est en général pas pure, elle n'est pas toute seule, elle est mélangée avec d'autres espèces chimiques et moi, ce que je veux dans mon médicament, par exemple, c'est ne mettre qu'une espèce chimique, pas mélangée avec les autres produits. Donc il faut la récupérer, il faut la séparer par différentes techniques. Donc tout dépend de la nature de mon espèce synthétisée. Si elle est solide, eh ben, c'est très simple, on va faire une filtration. Donc filtration simple, comme ici, ou une filtration un peu plus efficace qui s'appelle une filtration sous vide. Il y a une petite vidéo, je mettrai la vidéo dans la description. Donc filtration simple qui se fait avec un papier filtre par gravité, le liquide est mis dans le papier filtre, avec les résidus solides, enfin ce qu'on a de solide à filtrer. Ce qui s'écoule à travers le papier filtre et tombe dans l'Erlenmeyer ou le Becher s'appelle le filtrat. Et si l'espèce synthétisée est solide, eh ben, ce sera dans le papier filtre qu'elle sera. On aura les résidus solides qui seront présents ici. Alors, si l'espèce synthétisée est liquide ou dissoute, dans ces cas-là, on va procéder à ce qu'on appelle une extraction, une récupération par extraction. Et cette technique, je n'en parle pas pour l'instant, elle sera vue uniquement si vous faites spécialité physique. Alors, il y a aussi un schéma, j'ai oublié de dire, la filtration sous vide. Donc, elle ressemble beaucoup à la filtration simple, parce qu'on a un papier filtre, mais on a un entonnoir un peu spécial, parce qu'en fait, il est solide, cet entonnoir, et puis il y a des petits trous ici. Et on met un petit papier filtre. Alors, ça pourrait faire comme une filtration simple, sauf que on a un Erlenmeyer un peu spécial, puisqu'il y a une embouchure ici, qu'on va brancher à un robinet.
Et on va faire couler le robinet, enfin l'ouvrir à fond, donc faire couler l'eau très très fort. Et en coulant, elle va aspirer de l'air, en fait. Ici, on a une aspiration d'air qui va apparaître, et ça aspire l'air de l'air laine. Et en fait, du coup, cet air qui est aspiré, naturellement, on a envie que ça remplace, en fait, qu'il soit remplacé, et donc ça va aspirer l'air qui est à l'extérieur, donc y compris le mélange à filtrer. Donc au lieu de prendre 30 minutes à faire une filtration, ça va être fait en 5 minutes. Et ça va être beaucoup plus efficace également. Alors, dernière étape, l'identification du produit obtenu. Donc ça, on a fait tout un chapitre en tout début d'année sur toutes les techniques d'identification. Alors, à quoi ça sert cette étape d'identification? Elle sert à savoir si on a bien synthétisé le produit voulu. Est-ce qu'on l'a bien fait? Et si oui, je l'ai fait, à ce moment-là, est-ce qu'il est pur? Donc, est-ce que les étapes de séparation ont été bien faites et est-ce que j'ai un produit qui n'est pas mélangé avec autre chose? Donc, l'identification peut être faite de différentes manières. Une des méthodes est la mesure de certaines caractéristiques physiques, comme mesure de la masse volumique, ça on l'a déjà fait, donc la masse volumique d'un corps pur va être répertoriée dans un tableau et puis par comparaison on arrive à retrouver quelle espèce chimique on a fabriquée. Par mesure de température de changement d'état, par mesure d'indice de réfraction, donc on a des petits appareils qui s'appellent des réfractomètres qui vont mesurer l'indice de réfraction de l'espèce chimique et encore une fois elle est spécifique à une espèce chimique, donc ça permet de vérifier que la concentration de l'espèce et si l'espèce qu'on veut synthétiser est bien présente. Alors on peut aussi faire ce qu'on avait vu en début d'année, une chromatographie sur couche mince, rappelez-vous, du début d'année, donc abrégé CCM. Alors rappelez-vous, on fait des dépôts sur ce qu'on appelle une ligne de dépôt et on trempe ça dans un éluant avec une espèce de référence et par capillarité, en fait, les espèces chimiques vont grimper jusqu'à un front de l'éluant et après on compare avec l'espèce de référence. Et si j'ai mon espèce que je veux, et bien là, elle sera à la même hauteur que l'espèce de référence. Donc elle permet de vérifier très rapidement la présence d'impuretés. Le produit synthétisé, s'il est pur, on n'a qu'une seule tâche. Et dès qu'on a un mélange, on a au moins 2 tâches sur le petit papier ou le chromatogramme. Donc elle permet de vérifier également, évidemment, si on a synthétisé le bon produit. Donc pour ça, il faut, comme je viens de l'expliquer, ajouter un produit de référence. Et les deux produits, à ce moment-là, le synthétisé et celui de référence, doivent migrer à la même hauteur s'ils sont identiques. Donc toute cette technique, on l'avait fait en début d'année avec un TP sur la chromatographie. Voilà.